Le sentiment de la difficulté, de la pénibilité, c'est quand même déplacé. Les individus s'autonomisent, vous voyez, avec le temps. La conséquence, c'est que l'on supporte de moins en moins le fait de subir des ordres, qui dans certains cas d'ailleurs sont des ordres que l'on ne comprend pas bien. D'où des notions nouvelles, passionnantes, le harcèlement moral, le harcèlement professionnel. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, on reste dans l'histoire. Hein. Il y a quelques minutes, j'étais avec Michel Perrault. Que j'ai écouté également d'ailleurs. Que vous avez écouté, que vous connaissez bien. Donc, je vous présente rapidement. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez collaboré à la triplette, là, l'histoire du corps, l'histoire de la virilité, l'histoire des émotions avec Jean-Jacques Courtine et Alain Corbin. Mais je ne vais pas faire la liste de tous vos livres, bien sûr. On va y revenir. Alors, vous êtes également diplômé d'éducation physique. Oui. Et vous êtes agrégé de philosophie. Alors, comment on passe à l'histoire ? C'est toujours très difficile de revenir sur le passé et de comprendre comment des axes ont été pris, comment des choix ont été faits. C'est toujours très difficile. Ce que je peux dire en revanche, c'est que moi les choses ont commencé par une sorte de double passion. À la fois, j'étais très attiré par les lettres, la philo. Vraiment, ça me marquait, ça me touchait. Et en même temps, je vivais à l'époque à Monaco. Et en même temps, j'étais très attiré par les pratiques sportives que je faisais d'ailleurs, et qui provoquaient une sorte de passion. Alors, le choix, vous savez, c'est compliqué. Je crois que le choix s'est orienté vers l'éducation physique, d'abord parce que il y avait un milieu familial. Mon père était professeur d'éducation physique. Et donc le choix s'est orienté comme ça. Je suis rentré à ce qui à l'époque s'appelait l'école normale supérieure d'éducation physique, qui était une très belle école d'ailleurs. Moi j'en garde un souvenir magnifique. Elle était dans le bois de Vincennes. Et je suis tombé sur un très 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 bon prof de philo, de sciences humaines, Michel Bernard, qui a écrit d'ailleurs un livre sur le corps. Et à partir de là, vous voyez, c'est pas... Moi, je crois que ce qu'il faut arriver à dire, c'est un peu compliqué. C'est pas une sorte dans ma tête, d'opposition sur le mode métaphysique, corps-esprit. Vous voyez, c'est pas un discours cartésien. C'est pas une sorte de métaphysique selon laquelle le corps, c'est une sorte de, comment je peux dire, de choses très objectives et de matière. Et puis, il y aurait l'esprit qui serait au contraire une sorte d'instance beaucoup plus élaborée, subtile, etc. Je crois que ce que j'ai découvert, mais que je pressentais, si vous voulez, ce que j'ai découvert, c'est le fait que nous ne pouvons pas vivre sans nous représenter le corps. Vous voyez, donc c'est pas du tout une sorte d'opposition. Moi, quand je suis en train de parler ici, j'ai par devers moi une sorte de représentation de mon corps qui fait que j'ai certains gestes, j'ai certains tons de voix, j'ai une sorte de position. Bon, et c'est ça qui m'a touché progressivement. Vous voyez, c'est ça qui m'a touché, qui m'a permis de m'interroger sur qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'avais tel type de pratique et pas tel autre. Et c'est comme ça que des questions ont surgi sur le mode. Mais avant ça se passait comment ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Vous voyez les gestes qui étaient la magnifique question qui était posée à Michel Perrault tout à l'heure. Les gestes, quels étaient-ils ? Comment ils se comportaient ? Et ça m'a progressivement, comment vous dire, poursuivi. Effectivement, vous avez raison, c'était plus de la philo, c'était de l'histoire, c'était, moi je dirais plus précisément, des questions de sciences humaines. C'est-à-dire comment les gens se comportaient-ils ? Et dans se comporter, il y a évidemment le fait de mettre en acte son propre corps, d'en tirer du plaisir, d'en éprouver de la douleur, ou tout simplement d'éprouver le fait qu'il faut qu'il résiste, qu'il subsiste, qu'il s'entretienne. Voilà les types de questions qui ont surgi, si vous voulez. De votre thèse, vous avez tiré le corps redressé, oui. Mais c'était des thématiques qui étaient assez peu étudiées quand même. Alors absolument. Là, on revient à la question, je veux pas revenir sur l'entretien avec Michel tout à l'heure, mais on revient à cette question qui porte sur quels étaient les objets importants en histoire, en sciences humaines, dans les années où moi j'ai commencé à travailler, qui sont les années 60. Quels étaient les objets ? Et c'est vrai, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, quand je parle avec Alain Corbin, c'est le même problème. C'est vrai que ces questions-là, dans le champ de l'histoire,
était relativement peu travaillé, voire même peu évoqué. Je pense, par exemple, c'était inenvisageable de faire une thèse sur l'histoire du sport dans le monde des historiens des années 60. Mais vous voyez, ce qui est important dans les itinéraires, c'est de mesurer le fait qu'ils sont dans la perspective dominante ou ils n'y sont pas. Et personnellement, je dois dire que je n'étais pas du tout dans la perspective dominante. C'est-à-dire que j'étais dans le champ de l'éducation physique qui était très ouvert, très libre. On pouvait faire les travaux que l'on voulait, si vous voulez. Et à partir de là, moi, je me suis posé ces questions-là. C'est-à-dire que j'étais dans le monde, j'avais passé la grecque de philo, bon, très bien, mais je restais dans le monde de l'éducation physique. J'étais professeur à l'école normale supérieure à cette époque-là. C'était après les années 70, c'était dans les années 70, et je n'obéissais pas à la discipline historique. De même qu'à la limite, je n'obéissais pas à la discipline philosophique. Vous voyez, j'étais là, comme ça, j'entendais les sciences humaines, avec une sorte de grande liberté. Et je reviens sur le problème des itinéraires, appelons-les périphériques, par rapport aux itinéraires centraux. Et il y a une discipline qui m'intéressait beaucoup à cette époque-là, qui s'appelait et qui s'appelle les sciences de l'éducation. Donc ma thèse, elle portait sur les sciences de l'éducation. Je l'avais faite avec un directeur absolument magnifique, qui avait une sorte de richesse personnelle folle, qui avait connu Auschwitz, etc., qui est quelqu'un de magnifique, qui était Jean Snyders, et qui m'avait dirigé de façon tout à fait ouverte, subtile et intelligente. Donc je soutiens cette thèse et je rentre en sciences d'éducation. Et en sciences d'éducation, jamais personne ne m'a dit ah ben non, faire une histoire du corps, c'est en dehors des clous. Jamais personne ne m'a dit ça. Donc je me suis senti libre. Et à ce moment-là, j'ai effectivement continué ce que j'appellerais, moi, travailler sur des sortes de palettes, si vous voulez, concernant le corps, des représentations différentes, à savoir, j'avais fait cette thèse sur la posture, puis après, je me suis intéressé aux questions de santé, aux questions d'apparence, mais jamais personne ne m'a brimé. Et ça, c'est très, très important, vous voyez. Oui, mais dans le sentiment de soi, vous montrez bien que l'histoire du corps, ça sollicite et ça convoque un peu toutes les disciplines, que ce soit la psychologie, que ce soit la psychanalyse, que ce soit la représentation sociale. Donc vous êtes au cœur d'un nœud dont il faut tirer tous les fils. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qui est assez difficile, d'ailleurs, ce serait long à expliquer ici, c'est assez difficile dans les disciplines universitaires, vous voyez, d'avoir des perspectives qui multiplient finalement les entrées et qui répondent à des disciplines différentes. C'est très difficile aujourd'hui, mais une fois encore, ma présence dans la discipline sciences de l'éducation me permettait la pluridisciplinarité. Et j'avoue que c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire rentrer dans des perspectives qui sont celles de la biologie, et ne pas oublier la perspective psychologique, ne pas oublier la perspective anthropologique, c'est très important ça, les différences dans les cultures. Donc, au fond, ce qui m'intéressait le plus m'était autorisé dans ma discipline périphérique et était relativement interdit dans les disciplines plutôt centrales, vous voyez, voilà. J'ai pensé à vous là en regardant un match de rugby, parce que c'est la Coupe du Monde. Hein. Il y a une photo qui a fait polémique là, tout récemment, c'est une photo de l'équipe de rugby sud-africaine. Et les joueurs sont un physique absolument invraisemblable, quoi, mais bodybuildés de façon systématique, quoi. Et je pensais également à vous quand j'ai regardé le Tour de France récemment, parce que quand on pense à la physionomie de certains coureurs cyclistes d'il y a 20 ou 30 ans, des Bernard Hinault, des Laurent Fignon, c'était des types costauds quand même. Et maintenant, ce sont des coureurs extrêmement, extrêmement fins. Donc c'est curieux de voir comment, à certaines époques, les physiques pour un même sport changent complètement, les physionomies se modifient complètement. Oui, les physionomies, les morphologies, les structures changent énormément. Alors ça, première remarque, c'est très intéressant au niveau historique. C'est très intéressant de voir comment, contrairement à ce que l'on peut penser, les critères de l'apparence changent fondamentalement. Moi, j'avais été très intéressé par une histoire que j'ai faite récemment, qui est l'histoire de la robe. Quand on prend comme ça, comme objet, la robe, dans ses formes, on se rend compte que les formes changent considérablement, et dans le changement, il y a évidemment, et c'est fondamental, il y a évidemment
de la représentation, et j'ajouterais de l'idéologie. C'est-à-dire que si vous suivez le changement de la robe, vous voyez que, surtout à partir du milieu du 19e, cette robe, elle va dans le sens d'une libération de la femme. Vous voyez, et donc il y a bien quelque chose qui est à l'arrière-plan et qui a un énorme enjeu culturel. Alors maintenant, si on en vient à la question du sport, moi je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est insensiblement l'importance. Alors, il faut se questionner sur pourquoi, mais insensiblement l'importance que le sport a aujourd'hui. Et c'est quelque chose de relativement récent, si vous voulez. Alors, comment l'expliquer très vite. Moi, je pense que ce que le sport a apporté, c'est d'abord lié au fait que nos sociétés ont pu autoriser un temps relativement libre. À partir de la fin du 19e. Il ne faut pas s'illusionner sur le temps libre. Les ouvriers travaillaient plus de 10 heures par jour, si vous voulez. Mais quand même, il y a une rupture qui permet ce que l'on commence à appeler, je pense au livre de Corbin, ce qu'on commence à appeler le loisir. Ce fameux livre magnifique, L'avènement du loisir. Ça, c'est la première. L'osium aussi. Hein, bien sûr. Voilà. Ça, c'est la première, au fond, occurrence qui permet d'expliquer l'apparition du sport. La deuxième, je m'excuse, je ne veux pas être trop long, mais je crois qu'il faut comprendre le phénomène. La deuxième, c'est le fait que une autorisation a été faite pour que le maximum de participants puissent s'intégrer dans le dispositif sportif, ce qui suppose une sorte de victoire démocratique, si vous voulez. Quand vous travaillez sur les Jeux anciens, je pense par exemple aux Jeux du XVIIe, vous voyez qu'il y a une fracture sociale absolument immense, terriblement éloignée de ce que nous pensons aujourd'hui. Un avocat ne peut pas jouer à la paume, vous voyez, par exemple. Évidemment, il est impossible de participer au carrousel de Louis XIV sur la place qui porte ce nom. Bon, donc il y a une sorte de rupture sociale absolument gigantesque. Interdit également les jeux féminins. Donc la grande victoire démocratique, c'est le fait de surpasser ce genre de situation. Et puis, alors, on pourrait continuer. Je crois qu'il y a une troisième donnée très très importante. C'est le fait qu'à la fois les frontières sociales bougent, mais les frontières géographiques bougent. C'est-à-dire que les jeux ne sont plus coincés dans un terroir. Vous voyez, c'est le fameux livre de Eugène Weber, La fin des terroirs. À la fin du XIXe siècle, vous circuler. Le fait de circuler, ça permet d'affronter des équipes éloignées, etc. Une fois qu'on a dit tout ça, le sport gagne de la visibilité, gagne de l'importance en termes de spectacle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un objet qui paraît également comme ça secondaire, qui sont les stades. Eh bien, vous voyez que le stade s'organise. Et puis qu'il n'y a pas grand monde au tout début du XXe, et progressivement, ça s'enrichit. J'avais travaillé très précisément sur les stades de tennis. Le stade de tennis, c'est rien en 1910. Et puis ça grandit, ça monte, le public est absolument envahissant, et vous avez les caméras qui surplombent, vous voyez, donc il y a comme ça une sorte d'attachement et de plaisir. Et il y a des enjeux. Et les enjeux deviennent de plus en plus forts, passant par la presse qui à la fois tente d'avoir un public, mais vend de la publicité. Donc les enjeux devenant de plus en plus forts, les préparations s'accentuent. Les préparations s'accentuent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les risques s'accentuent aussi. Risque de corruption, risque de violence, risque de dopage, évidemment. Et également, accentuation considérable de la préparation. Donc, si on revient aux cyclistes, si vous voulez, les cyclistes du début du XXe siècle, je pense en particulier à ceux du Tour de France, qui sont magnifiquement racontés, mis en récit par Desgranges, l'organisateur et l'inventeur du Tour de France. Desgranges dit... Mais mes coureurs, ce sont des bœufs de labour. Ce sont des bœufs. Ils sont forts, ils sont lourds. Et c'est comme ça qu'ils peuvent résister. Bon. Et puis ensuite, vous avez, au contraire, dans les années un peu après la guerre de 14, l'attention au souffle, à la respiration. Ce sont des sortes de forges. Vous voyez, ils ont une respiration extraordinaire. Et puis, la finesse. Les coureurs comme les frères Le Tessier, c'est au contraire des lévriers. Donc on passe des bœufs de labour aux lévriers. Mais le travail de plus en plus affiné des scientifiques va faire qu'on va se centrer de plus en plus sur l'exploitation, le muscle, etc. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, les coureurs sont beaucoup plus découplés, beaucoup plus élancés qu'ils ne l'étaient auparavant. Reste que, sans aucun doute, à mes yeux en tout cas, il y a des procédés de dopage qui facilitent l'activité de certains muscles par rapport à d'autres.
Et le coureur qui a gagné plusieurs fois le Tour de France, type Froome, cette sorte de sauterelle, pour moi, c'est pas si simple que ça. Là, en parlant de dopage, vous aviez participé à une émission Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannet qui vous interrogeait sur le surmenage. Bon, ah oui. C'est un thème très, très contemporain. Oui. À partir de quand on peut dater la prise en compte de ce qu'on appelle le surmenage, que ce soit le surmenage physique ou le surmenage intellectuel? Oui, ça c'est également une question très importante parce qu'elle nous renvoie à ce que moi j'appellerais l'émergence du contemporain, vous voyez. Donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'essaie actuellement de travailler sur des questions concernant la fatigue. Je termine un livre sur les questions de fatigue. Et le surmenage, c'est un mot. Alors, vous voyez les mots. Alors, concernant le corps, il y a le problème de l'apparence, il y a le problème de la pratique, mais il y a aussi la façon de nommer. Bon. Donc c'est un mot qui n'apparaît que dans la deuxième moitié du 19e et qui porte d'abord sur les animaux, en particulier sur les courses de chevaux. Celui qui part trop vite, il tend à surmener son cheval. Bon. Et puis, insensiblement, ça passe par des données qui sont celles de l'humain, celles du travail, etc. Mais je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est au moins deux choses qui expliquent l'apparition du mot et qui sont très importantes pour nous faire comprendre la société d'aujourd'hui. La première, c'est que dans la deuxième moitié du 19e, le public, l'opinion, les gens ont le sentiment que le monde s'est accéléré. Par exemple, les parcours, vous voyez, ça va plus vite, le train, etc. Vous avez des trains grande vitesse, bon, vous avez des paquebots qui traversent l'Atlantique beaucoup plus vite qu'auparavant, la vapeur, vous avez les télégraphes, vous avez la presse tous les jours. Alors, vous avez des gens qui disent, mais comment lire la presse tous les jours? En plus, c'est dangereux, on va apprendre les crimes, etc. On est Il vaut mieux lire les hebdomadaires. Voilà, on est surpassé. Oui. Donc là, il se passe quelque chose qui est très important dans ce sentiment que le monde s'est accéléré. Et du coup, les façons de retraduire son quotidien, je pense en particulier à des textes magnifiques sur les instituteurs, les façons de retraduire le quotidien renvoient à ça. J'ai trop de choses, je suis débordé, par exemple l'instituteur. Vous voyez, il y a des textes magnifiques d'ailleurs sur les instituteurs qui sont à la fois secrétaires de mairie, qui s'occupent d'associations, qui doivent préparer leurs courses. Je suis surmené. Bon. Mais il y a une deuxième raison que l'on oublie et qui me paraît très importante, c'est que la société de la deuxième moitié du 19e, il faut dire plutôt des années 80 du 19e, c'est une société qui s'est de plus en plus, non pas hiérarchisée au sens, comment je pourrais dire, de la lourdeur de la hiérarchie, mais qui s'est hiérarchisée au sens du déroulement, du découplement de la hiérarchie. Par exemple, à la SNCF, dans les années 80, vous avez de plus en plus de possibilités de grades. Vous voyez, vous avez ceux qui occupent les voies, puis il y a la hiérarchie sur les voies, puis il y a les gens qui s'occupent de l'administration, la hiérarchie dans l'administration, etc., etc. Et donc, ça renvoie à cette idée qu'il faut franchir, au fond, il faut monter l'escalier. Et monter l'escalier, à l'arrière-plan, ça renvoie à une autre notion qui est née qui est souvent très très mal exploitée, qui est née avec Darwin, qui est la concurrence. Vous voyez, la lutte pour la vie. Et ça se voit, quand vous lisez les romans, je pense par exemple à Zola, dans la manière dont Zola explique Le Bonheur des Dames, le fameux grand magasin qui menace finalement les commerces locaux, Zola, il dit les commis, ils sont dans une situation de struggle for life. Donc il y a toutes ces raisons, si vous voulez. Il y a à la fois ce sentiment d'accélérer, il y a en même temps ce sentiment qu'il faut absolument monter et qu'il faut lutter. Du coup, l'idée du surmenage n'est pas loin. Il faut ajouter une troisième chose, c'est que les métiers sont, je ne dirais pas de moins en moins physiques, mais en tout cas la part des métiers qui intègrent une dimension que l'on pourrait qualifier d'intellectuelle en mettant des guillemets est plus importante. Donc le sentiment que le cerveau est débordé, vous voyez, est plus présent. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous interromps, ne m'en veuillez pas, aujourd'hui les choses continuent, c'est-à-dire que le surmenage est un peu à l'arrière-plan, on parle du stress, et puis aujourd'hui on parle plutôt de burn-out. Vous voyez, il faut aussi faire cette histoire-là. Je pensais à ça parce que dans le débat sur les retraites aujourd'hui, il est question de savoir comment on va cerner, comment on va définir la notion de pénibilité. Et je pensais à des enquêtes des premiers observateurs sociaux au milieu du 19e siècle, Villermé par exemple, qui allait observer les ouvrières dans les usines de textile, dans la chaleur, dans le rythme, etc. Et en fait, ce sont des problématiques qui se répercutent
décennie en décennie, en quelque sorte. Vous avez absolument raison. Ce fameux rapport de Villermé de 1840, quand on le lit, deux volumes, qui était commandé d'ailleurs par l'Académie des sciences morales et politiques, qui a été commandé en 1935, il a mis 5 ans, il a traversé toute la France, il a observé les situations de travail, etc. Et quand on lit Villermé, on est quand même assez glacé par les situations, si vous voulez. Mais Villermé, en plus, lui, insiste sur le fait que les fatigues, pour employer ce mot, ne sont pas seulement liées aux situations de travail, elles sont liées aussi au fait qu'on doit venir de loin, que on vient à pied, que l'on n'est pas toujours protégé par la pluie, etc. Vous voyez, il y a tout ça. Bon. Incontestablement, les situations matérielles ont considérablement changé. Mais je pense que ce qui s'aiguise, si vous voulez, c'est d'abord le sentiment d'une exigence intérieure qui consiste à moins subir que l'on subit aujourd'hui. Je crois que si c'est accentué aussi, c'est une question, moi, que je considère absolument magnifique, c'est le fait que l'épuisement n'est plus nécessairement lié, même s'il peut l'être aussi, mais n'est plus nécessairement lié à ce que l'on pourrait appeler une sorte de charge débordante de travail. Mais ce qui devient de plus en plus difficile à accepter, c'est ce que personnellement je nommerais la domination. C'est-à-dire que les individus s'autonomisent, vous voyez, avec le temps, dans nos situations, dans nos sociétés en particulier. Ils s'autonomisent, et ce qui me paraît très bien. Bon, parfois l'autonomie est un peu illusoire, mais c'est quand même très bien. Et en revanche, la conséquence, c'est que l'on supporte de moins en moins le fait de subir des ordres, qui dans certains cas d'ailleurs sont des ordres que l'on ne comprend pas bien. D'où des notions nouvelles, passionnantes, le harcèlement moral, le harcèlement professionnel, le harcèlement sexuel. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est accentué et qui porte sur le fait que le sentiment de la difficulté, de la pénibilité, s'est quand même déplacé. Cela dit, c'est tout à fait logique, me semble-t-il, que la question de la pénibilité soit posée, dans la mesure où il y a évidemment encore de la pénibilité physique dans certains métiers, et il y a aussi la charge mentale. C'est-à-dire que face à un micro-ordinateur, moi je me rappelle un étudiant magnifique, Antonio Casilli, qui fait de très beaux livres aujourd'hui, qui avait travaillé avec moi, il y a cette charge mentale, il y a le fait que face à un micro-ordinateur, la fatigue n'a plus rien à voir avec celle que vous subissiez lorsque vous portiez des gueules sur les épaules, mais face à un micro-ordinateur, il se passe des choses. Alors ce qui est très compliqué, c'est que ce qui se passe renvoie à une auto-perception qui n'est pas terriblement précise. Vous voyez, vous sentez que ça fuit, vous sentez que ça faiblit, mais vous restez prisonnier d'idées qui reviennent. C'est très difficile à qualifier. D'où je trouve le défi, mais en même temps incontournable, auxquels sont placés aujourd'hui les évaluateurs, les autorités qui doivent définir la pénibilité. Pour en rester au XIXe siècle, il y a la coïncidence aussi entre les études physiologiques et puis ce qu'on a appelé les nouvelles médecines de l'âme. Alors, on s'est perceptif dans des romans comme ceux de Huysmans, par exemple. Je pense à Là-bas, où le personnage de Durtal, il s'auto-fatigue parce qu'il pense à son livre sur Gilles de Ré et tout ça. Et donc, il est épuisé. Et en même temps, on sent qu'il y a des correspondances avec une psychanalyse naissante, etc., quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est une question que je trouve absolument passionnante, parce que, au fond, ce que l'on voit monter au 19e, même s'il y a des traces avant, si vous voulez, par exemple, Descartes parle bien d'une fatigue de l'esprit, vous voyez, mais ce qu'on voit monter au 19e, c'est insensiblement une exigence psychologique. Et alors, on la voit sur des données qui peuvent paraître très marginales. Je pense à un cas très précis. Quand je travaillais sur la question de l'obésité, je m'étais posé la question de, mais à partir de quand au fond, souffre-t-il de l'obésité ? Dans une certaine mesure, il souffre depuis toujours. Et on a la princesse Palatine a un exemple absolument remarquable à la fin du XVIIe, donc contemporaine de Louis XIV, lorsqu'elle dit « je me sens comme un cube ». Voyez, bon, et je sens que ça grandit, je ne peux rien faire. Et puis vous avez des exemples au XVIIIe, je pense à Édith Beaumont, qui est un avocat important, qui a travaillé avec Voltaire. Édith Beaumont, lui, il entoure sa ceinture, et il envoie ça à un médecin, et il dit, voilà, vous voyez, ma corde, elle grandit de façon considérable, je peux pas, qu'est-ce que je peux faire ? Il écrit à Tissot, le médecin de Lausanne, dans les années 1780. Ouais. Oui, c'est ça, et Samuel Tissot, absolument, et qui a écrit aussi traité de l'onanisme, et qui a écrit aussi la médecine populaire, etc.
Et puis, qu'est-ce qui se passe au 19e, vous voyez, dans les années 30-40 du 19e? Eh bien, c'est le fait que au fond, ce qu'on peut appeler des obèses, avouent leur souffrance morale et leur souffrance psychologique. Vous voyez, je pense en particulier à ce très beau livre de Granville qui s'appelle « Les petites misères de la vie humaine », qui date de 1840, où il met en scène un obèse. Et de quoi souffre-t-il? Il ne peut pas se baisser quand sa compagne fait tomber un mouchoir, donc il apparaît comme ça, comme un balourd. Il est plus ou moins mis à l'écart, il ne peut pas séduire. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se produit et qui n'est plus exactement du même ordre que ce que pouvait dire Élie de Beaumont ou la princesse Palatine, qui, eux, se plaignent de ne pas faire certaines choses. Alors que, au fond, l'homme mis en scène par Granville en 40, il se plaint d'être ostracisé, ce qui est quelque chose qui porte davantage sur une intériorisation de la souffrance, vous voyez. Et puis, ça va s'accentuer, ce genre de problème. En particulier, il y a une notion que je trouve absolument dominante. On revient à la deuxième moitié du 19e, c'est la neurasthénie. Alors, la neurasthénie, c'est au fond l'effondrement de la puissance et de la résistance nerveuse. Et ça renvoie au héros de Huysmans, par exemple, précisément. Aussi qui était faite aux femmes de ne pas lire des romans. Ah ben exactement. Et ne pas lire trop la presse, parce que la presse, ça va amener... Et donc, il y a un très beau livre, disons, qui dit finalement, la presse, c'est le lieu du surmenage. Vous voyez. Pas dans le cas des hebdomadaires, hein, donc encore. Ouais, bien sûr. Alors, évidemment. Cet été, là, je lisais un roman que je n'avais jamais lu, Le Cabinet des Antiques. Oui. Et c'est Alain Corbin qui m'en avait parlé. Oui. Et donc, Balzac, 1838, et oui. je vous ai choisi ce passage. Oui. Donc, c'est une description du comte victorien d'Esgrignon, vieille noblesse, qui, bon, lui, il va se perdre dans les dettes, etc. De taille moyenne, mais bien fait. Il était mince, délicat en apparence, mais musculeux. Il avait les yeux bleus étincelants des d'Esgrignon, leur nez courbé, finement modelé, l'ovale parfait de leur visage, leur élégante démarche, leurs extrémités gracieuses, des doigts effilés et retroussés, la distinction de ses attaches du pied et du poignet, lignes heureuses et déliées qui indiquent la race chez les hommes comme chez les chevaux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, mais on trouve aussi des longues descriptions de Valjean chez Victor Hugo ou ailleurs. Victor Hugo, oui. Mais la physionomie, en fait, est la carte d'identité d'un personnage. Oui. Hein, non, c'est une question magnifique, ça, parce que y a d'abord... La première question qui se pose, c'est la difficulté de décrire. Je pense, entre autres, à cet effort qui a été fait au XVIIe avec la cousine de Louis XIV, Mademoiselle de Montpensier, qui essayait d'organiser des portraits. Et il reste un livre de cela. Donc elle rassemblait des amis et puis ils décrivaient. Et leurs descriptions sont absolument effondrantes. Il n'y a rien. C'est-à-dire que oui, elle a une taille bien faite, elle a un regard animé, etc. Et on ne sait pas. Voyez. Or, quelle est la grande richesse qu'apporte, à mon avis, le roman du 19e, en particulier avec des gens comme Stendhal, hein, mais je veux dire, avec des gens comme Balzac, mais déjà chez Stendhal, et évidemment Hugo, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte le fait que le trait tente de cerner de plus en plus une donnée qui est individuelle. Voyez, c'est plus des yeux à nul autre pareil, tel que par exemple Rousseau peut en parler lorsqu'il décrit Julie ou lorsqu'il décrit sa compagne. C'est plutôt une tentative de décrire ce qui n'appartient qu'à, mais avec la possibilité de nommer. C'est une immense invention, ça, y compris en jouant sur la métaphore. Par exemple, dans Balzac, vous avez une femme qui ressemble à une goélette portée par le vent, vous voyez, et ça donne l'image. C'est très important, la question de la métaphore, de l'allusion, etc. Mais en même temps, ce qui se produit, me semble-t-il aussi, c'est le fait que au 19e, je pense à nouveau à Balzac, je pense au Cabinet des Antiques, entre autres, ce qui se produit, c'est la tentative de décrire quelque chose qui surprend et qui est l'ordre du mouvement. Je pense, lorsque dans le Cabinet des Antiques, Balzac décrit la robe d'une femme, il la décrit comme bougeant, mouvante, vous voyez. Et ça, c'est très important, parce que ça dépasse à ce moment-là les descriptions du 19e, et ça renvoie à ce fameux poème
de Baudelaire, magnifique, sur la passante, vous voyez, qui balance l'ourlet, etc. Et je crois que c'est l'intégration progressive, à la fois de tenter, je vais me répéter, de tenter de décrire un objet individuel, mais en le nommant, et d'intégrer progressivement de la dynamique et du mouvement. Alors au 19e, on parlait de la robe tout à l'heure, sous la robe il y avait le corset. Oui. Donc le corset a peu à peu disparu. Ensuite, si on essaye de voir des étapes, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont eu un rôle social très important, puisqu'elles remplaçaient les hommes dans les usines, notamment à la campagne. Ensuite, des ouvrages, des études comme celle de Françoise Thébault montraient que finalement, la libération de la femme, elle s'est arrêtée un petit peu en 1919 quand les hommes sont rentrés. Mais en même temps, il y a eu la garçonne. Donc il y a eu un mouvement de libération de la femme. Est-ce que c'est à partir de cette date-là, de cet entre-deux-guerres, qu'on peut voir une évolution qui va se dessiner au fur et à mesure ? Ah oui, ça, je pense que la garçonne, c'est vraiment... au fond, le mouvement dont nous sommes, si je peux dire comme ça, et très vite et très mal, dont nous sommes les enfants. Ça, je suis absolument convaincu. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est... Alors, je renvoie à des repères que suggérait Alain Corbin, c'est le fait que l'histoire n'est pas linéaire. Voyez, et que si on prend les choses à partir de la Révolution française, et je repense à ce que disait Michel tout à l'heure, si on prend les choses à partir de la Révolution française, ce que l'on voit... ça naît quand même dans la deuxième moitié du XVIIIe, mais ce que l'on voit, c'est réellement une libération du corps féminin, avec la robe qui tombe, dont les plis viennent mourir à la frontière du corps, et en traduisant en quelque sorte les mouvements féminins. C'est tout à fait remarquable, et ça a été relativement peu souligné, je trouve presque un peu avec regret historique, si vous voulez. Mais c'est la robe qui tombe et qui permet le mouvement. Et ce que vous voyez aussi, comme je dirais conquête, si on peut dire les choses comme ça, c'est le fait que ce mouvement s'affirme avec une certaine dynamique, avec une certaine effervescence. D'abord la valse. Les descriptions de la valse sont étonnantes. Les deux corps s'enlacent, si vous voulez, se croisent, et le mouvement féminin a une élégance et une dynamique qui n'existaient pas auparavant. Les danses étaient beaucoup plus rigides. Et deuxièmement, les jeux. Il y a des descriptions, il y a des gravures de jeux où on voit vraiment le mouvement qui a tendance à dépasser les limites antérieures, si vous voulez. Premier point. Mais je continue un instant. Deuxième point. Ça revient en arrière. C'est-à-dire que la Révolution française a gagné un certain nombre de choses, c'est très bien dit tout à l'heure, mais en même temps, elle n'autorise pas le métier de la femme, elle n'autorise pas une véritable libération, elle maintient un certain type de contraintes, et la robe reprend la forme antérieure. C'est-à-dire, serrée au niveau de la ceinture, elle repart à l'horizontale en dessous, le dessous devient anonyme. Le corset se reprend, et le corset, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. À la limite, il y a des brevets qui signent des corsets plus souples, dont des descriptions chez Balzac, où le corset est un peu plus mobile, si vous voulez. Mais c'est quand même un corset. Et puis le visage qui sort comme une fleur de cet ensemble, vous voyez. Et après, un grand travail du 19e, pour arriver à recasser ce genre de situation. Donc la victoire au tout début du 20e, avec... des gens comme Poiret, etc., qui cassent le corset et qui redonnent un corps longiligne, et puis ça se repère, vous avez raison, ça se repère, la garde 14, effectivement, ouvre, mais à nouveau ça se rigidifie, et puis la garçonne. Ça, c'est magnifique. Poiret, il avait fait sur mesure un costume d'ambulancier à Jean Cocteau. Oui. Non, mais Poiret était multiple. Libération du corps, mais accompagnée quand même d'une grande prévention morale. Parce que la garçonne, elle a été, elle a des amants, elle subit les avanies moralisatrices, etc. quand même. Oui, et puis en plus l'auteur, il perd sa Légion d'honneur, oui, c'est indiscutable. Non, mais c'est un combat très long, c'est un combat compliqué, et nous retenons, c'est vrai, vous avez raison, et nous ne retenons aujourd'hui que ce qui apparaît comme étant véritablement la conquête. Mais si on regarde ce qu'est la conquête, avec toute l'ambiguïté que je ne nie pas et que vous avez parfaitement bien évoqué, si on regarde aujourd'hui ce qu'est la conquête, c'est un corps élancé. C'est un corps où les hanches sont relativement surveillées. C'est un corps où le cheveu n'est plus soumis au chapeau qui empêche les mouvements et qui contraint en quelque sorte la dynamique. C'est un visage qui s'est en quelque sorte autorisé le fait de porter un maquillage relativement souple, etc. C'est une victoire considérable. C'est un pas
C'est un pas qui permet d'avancer, c'est un loisir. Vous voyez, par exemple, Colette, elle peut parler de ses bains. Lorsqu'elle décrit Vinca qui va vers la plage, c'est une dynamique extraordinaire. Donc c'est ça que l'on retient. Et je trouve que c'est cela dont nous sommes les enfants, avec des allées et des retours. C'est clair que également, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un retour. Quand vous regardez les robes de Dior, Dior, il libère pas complètement dans les années 45, 47, vous voyez. Il garde sa robe en corolle. Et en plus, vous avez des textes qui disent, il faut revenir à la mer, vous voyez. Il faut revenir à la protection, etc. Et donc, il y a des allers-retours. Mais la dynamique souterraine, c'est quand même celle d'une libération. Alors vous avez écrit aussi un bouquin formidable, c'est l'histoire du viol, qui est sorti en 2000, l'histoire des violences sexuelles, donc, qui avait été peu étudiée aussi à l'époque, même si, depuis, il y a des études de Raphaël Branche, Virgilie sur les viols en temps de guerre, etc. Mais ce qui est terrifiant quand on lit votre livre, c'est que la victime du viol, d'abord, c'était soit le mari, soit le frère, soit le père, qui était bafoué dans leur honneur, et puis éventuellement, la femme violée, c'était la victime, mais enfin, c'était pas celle qui était très importante. Et ça, ce sont des a priori qui ont duré très très longtemps encore. Oui, alors vous voyez, ce qui m'intéresse, effectivement, je suis très sensible à votre question. Ce qui m'intéresse, au bout du compte, je me rends compte, là, à la fois en parlant, mais en réfléchissant à la façon dont j'ai travaillé, c'est quand même deux choses. C'est d'une part le fait qu'il y a de grandes dynamiques historiques. Et la grande dynamique historique de la société occidentale, c'est quand même le fait d'aller vers une autonomisation et ce que j'appellerais, en mettant beaucoup de guillemets, une libération. C'est une immense dynamique, cela. Et puis, il y a une autre dynamique que vous évoquiez à l'instant, et c'est très important, c'est le fait que des repères anciens peuvent continuer de travailler dans la conscience et dans la perception des individus aujourd'hui. Or, quels étaient les repères anciens ? Ça, quand vous travaillez sur le viol, c'est criant, si vous voulez. Les repères anciens, c'est une domination absolue du monde masculin. Donc ça veut dire par là que la victime, si elle est féminine, c'est pas essentiel, si vous voulez. C'est pas ça qui, vous voyez, par certains côtés, si elle est victime, à la limite, c'est à la fois de sa faute. Ce qui se passe, c'est pas très grave. Ce qui se passe, c'est plutôt un problème familial et un problème moral, et ça concerne les hommes. Ça concerne les hommes. C'est-à-dire que finalement, dans les jugements, s'il y a jugement, évidemment, dans infiniment de cas, il n'y a pas jugement. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il n'y a que 10% de viols qui sont jugés. Donc, s'il y a jugement, la gravité renvoie, et c'est dit dans les textes, à la hiérarchie des pères, ou des frères, ou des tuteurs. Et donc, c'est évidemment plus grave de violer une femme dont le mari est noble que de violer une femme dont le mari est tout simplement un journalier de campagne. D'ailleurs, s'il est journalier de campagne, la question ne se pose pas. Donc c'est très important de voir comment il y a ce glissement qui fait que c'est l'autorité masculine qui est seule dépositaire en quelque sorte de la gravité. Et ça, quand on travaille sur l'histoire, c'est très parlant et dans une certaine mesure, je dirais, c'est très éclairant. Or, qu'est-ce qui se passe à la Révolution française ? Vous voyez, c'est beaucoup plus important qu'on le croit, la Révolution française. Les mots changent. Le mot ancien, c'est rapt. Et il y a deux types de rapt. Il y a le rapt de séduction et il y a le rapt de violence. Alors, le rapt de séduction, c'est quand un homme... Alors, la séduction ne se fait toujours que sous forme de pouvoir. C'est pas une égalité, c'est pas chacun qui décide finalement de se sentir séduit ou pas. Ça ne peut aller que dans un sens. Il y a le séducteur. Bon. Donc le rapt de séduction, c'est le fait qu'un homme parvienne à convaincre une femme de le suivre. Donc elle quitte sa famille, elle part avec aux yeux de la famille tous les risques que cela comporte, et elle s'arrache en quelque sorte au milieu. Et le rapt de violence, c'est au contraire le fait d'attaquer physiquement une femme. Donc vous pouvez avoir un rapt de violence fait par un curé derrière le poteau, le pilier d'une église. Vous voyez, la femme n'est pas partie. Mais le mot rapt est important, parce qu'il porte sur le fait de soustraire en quelque sorte la femme à son autorité. Et du coup, dans les textes, vous avez ce qui m'a... Mais c'est ça qui est intéressant à l'histoire, c'est que vous pouvez être ébahi, vous pouvez être surpris. Ce qui m'a terriblement surpris, c'est que le rapt de séduction est plus grave que le rapt de violence. Parce que dans le rapt de séduction, vous voulez l'âme. Voyez, dans le rapt de violence, vous voulez le corps. Le corps, ça s'oublie, mais l'âme. Voyez. Donc, c'est quand même, ça renvoie quand même à des horizons qui sont très loin de nous. Mais en même temps, la question que je me pose, c'est
continuer un petit peu de voyager, ce genre de choses, dans ces sociétés masculines comme les nôtres, vous voyez. Mais je reviens à la Révolution française. La Révolution française, ce qu'elle a permis, c'est le changement de mots. Autrement dit, dans le code pénal de 1791, qui est le grand code pénal inventé par les révolutionnaires, vous avez le mot viol, et vous n'avez plus le mot rapt. Ça veut dire par là que la gravité concerne la victime, et non plus les tuteurs. Ce qui ne veut pas dire par là que tout est oublié, et que c'est la victime seule qui va être prise en compte, c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, il y a là une rupture fondamentale qui me semble être à la fois, bon, je dirais culturelle, mais aussi politique au bout du compte. Je pensais, il y avait eu tout un débat juridique, parce que bon, le droit est très important dans cette histoire. Il y avait eu tout un débat juridique pendant la Première Guerre mondiale pour les femmes, au sujet des femmes qui habitaient les départements du Nord et qui avaient été violées par les soldats allemands, par l'occupant. Et donc la question de savoir était est-ce qu'elles pouvaient avorter ? Et donc la question était de savoir si ce qui primait c'était la matrice féminine ou si c'était la semence masculine. Mais d'une certaine façon, le débat était limité à un débat juridique. Mais la femme violée, elle, voilà. Oui, non, mais vous voyez ce que vous relevez, et qui est vraiment, à mon avis, très très important et très intéressant, c'est le fait qu'il faut énormément de temps dans nos sociétés pour que la souffrance féminine soit prise en compte. Moi, je pense que le grand procès, le vrai grand procès qui marque une rupture, c'est celui dans lequel Gisèle Halimi défendait les victimes, c'est celui de 1978. Vous voyez, alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, on pourrait le faire, mais c'est très long, si vous voulez. Gisèle Halimi a parfaitement défendu les victimes, et à ce moment-là, quelque chose s'est produit, qui est de l'ordre d'une prise de conscience. Vous savez, les victimes, au palais de justice d'Aix-en-Provence, lorsqu'elles entraient, elles subissaient les crachats des compagnons des accusés. Vous voyez, donc, bon, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, là. Et les accusés ont été condamnés, ils n'ont pas été condamnés à 1000 années de prison, mais enfin, je crois que c'était au moins 6 ans pour le plus grave. Et des mots nouveaux ont émergé, ça aussi, ça me paraît très important. Des mots nouveaux ont émergé, avec la prise en compte de quelque chose qui existait, mais qui n'était pas pris en compte, qui est le trauma. Vous voyez ? Avec des mots nouveaux, qu'est-ce que je veux dire par là ? Certains soutiens des victimes sont venus en disant, je pense à la mère en particulier d'une des victimes, pardon, du coup, mes lapsus sont graves, en disant, finalement, j'assiste à une mort psychique. Elle est tellement atteinte qu'elle n'a plus véritablement une sorte d'autonomie de pensée. C'est très neuf, ça, la prise en compte du trauma. Vous voyez, c'est très neuf, parce que du coup, c'est bien la victime dans ce qu'elle a éprouvé et dans la résonance de ce qu'elle a éprouvé, c'est bien cela qui est pris en compte. Vous citez la date de 1978, donc la date de ce procès. L'année précédente, il y avait un film de Yannick Bellon qui s'appelait L'amour violé. C'était tout à fait instructif parce que donc c'était une jeune femme qui était violée et son compagnon, je ne sais pas si c'était déjà son mari, lui dit bon, ça va, c'est pas la peine de le faire savoir, quoi, voilà. Hein, c'est pas la peine de porter plainte. Et c'est lors, elle insiste, elle porte plainte et lors de la reconstitution. Lui, il arrive sur la scène de la reconstitution par la forêt. Et c'est là qu'il réalise, en fait, qu'il est resté complètement extérieur au drame qu'a vécu sa compagne. Quoi. Mais ça prouve bien la lenteur. Je pense aussi au film d'Yves Boisset sur les problèmes de viol, qui est absolument parlant. Ça prouve bien la lenteur, l'extraordinaire lenteur de la prise de conscience. Moi, je suis quand même, si vous voulez, aujourd'hui, je suis quand même très frappé par le fait, je reviens à ce que je disais, qu'il y a seulement 10% de viols qui sont condamnés. Et si je parle du harcèlement, le harcèlement, c'est une question très présente aujourd'hui, qui est liée à des questions de culture, bien entendu, à des questions de perception de soi-même, d'autonomie, etc. Et si on prend l'exemple du harcèlement, d'abord, il y a très peu de harcèlements qui sont déclarés et qui sont objets de plainte par rapport au nombre de harcèlements existants, premier point. Et deuxième point, une fois que la plainte est déposée, il y a relativement peu de condamnations. Et l'année 2018-2019, avec tous les débats qu'il y a eu autour de MeToo, avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui et la prise en compte des féminicides, est-ce que vous pensez que les historiens, dans 20 ans, 40 ans, considéreront que ce sont des années cruciales pour Alors, je ne sais pas, votre question est très très importante. Je ne sais pas si ce sont des années cruciales. Je ne sais pas si j'utiliserai cet adjectif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on prend le problème, par exemple, à partir du procès d'Aix en 78, si on prend le problème comme ça, ce à quoi on assiste sont des crises. Vous voyez, il y a progressivement un cas
qui devient important, qui est prise en compte, ce qui ne fait pas du tout disparaître le problème et ne fait pas oublier, si vous voulez, le fait que la prise en compte est pauvre. Mais il y a une crise. Et puis, il y en a une autre. Et puis, il y en a une autre. Et ça, je trouve que c'est indiscutablement très positif. Et ça met en évidence quand même que le féminisme prend quand même de l'importance aujourd'hui. Il y a aussi tout un ensemble de cas que je trouve extrêmement intéressants. C'est le problème des viols, harcèlements dans l'Église. Et ce qu'il faut remarquer à ce sujet aussi, qui est très important, par exemple, si on prend le cas de l'Église, ce qui est très important, c'est la prise de conscience des victimes qui s'associent entre elles. Vous voyez, il y a une association démocratique, et donc cela va dans le sens d'une prise de conscience que je trouve tout à fait fondamentale. Un commissaire politique me fait signe, là. C'est la même que tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Georges Vigarello? Oui, voilà. Une question comme ça. Juste, Bobigny, c'est 72. Mais, non, moi, ce qui... C'est pas Bobigny, c'est Aix. Ah, moi, je pensais que vous parliez du procès de Bobigny, pardon. Non, juste ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est finalement cette tension entre ce grand mouvement de la liberté qui, pour moi, démarre au XVe siècle et ces histoires de cycles. Il se trouve que nous avons travaillé, un groupe avec Thierry Gaudin, sur la prospective du XXIe siècle. Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à regarder les cycles du temps. Donc on a dégagé un peu des cycles. Et quand on regarde les cycles, on voit vraiment comment il y a des hauts et des bas. Et c'est intéressant d'avoir des points de repère. Donc voilà, je voulais juste vous dire que ça pourrait, comment dirais-je, ça devrait vous intéresser. Non, mais merci beaucoup. C'est très... Oui, bien sûr, c'est parfait. Oui. Je suis très sensible à ce que vous dites, hein, le problème des cycles, etc. Mais pour revenir un instant sur le procès d'Aix, le procès d'Aix, c'est une histoire. Vous voyez, ça ne commence pas en 78. En fait, ça commence avant. Les victimes ont été agressées dans la calanque de Gorgiou. Elles ont été adressées au milieu des années 70. Les femmes sont descendues dans la nuit à la gendarmerie. Elles ont déclaré les faits et les gendarmes ont simplement noté coups et blessures. Vous voyez, et donc il a fallu déqualifier. C'est une histoire considérable et passionnante de ce point de vue-là. Il a fallu déqualifier la manière dont les faits étaient indiqués pour qu'ils deviennent des faits de viol et à ce moment-là qu'ils soient soumis aux assises. Alors que coups et blessures, c'est soumis à la correctionnelle. Mais Bobigny, c'est un autre problème, c'est un problème d'avortement. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, merci Gilles, merci beaucoup.